Dans la nuit du 24 novembre 1971, l'escalier arrière d'un Boeing 727 survolant Seattle s'est soudainement ouvert. Un homme transportant une liasse de 200 000 $ en espèces et un parachute y a été confronté à des vents de 320 km/h, des températures glaciales et des pluies torrentielles. L'homme, qui avait embarqué à bord de l'avion sous le nom de Dan Cooper, il a échappé aux avions de chasse qui le poursuivaient et a disparu dans la pluie froide. Des décennies ont passé. Le FBI a commencé à suivre l'homme, lançant la plus longue chasse à l'homme de l'histoire de l'agence. Mais son nom n'a jamais figuré dans un registre d'arrestation. Et comme ni sa survie ni sa mort n'ont jamais été confirmés, il est resté porté disparu. Où est passé l'homme qui a disparu dans le ciel cette nuit-là, 24 novembre 1971, 14h50. L'atmosphère à l'aéroport international de Portland était inhabituellement calme. Un homme est apparu au comptoir et a demandé un billet aller simple pour Seattle sur la compagnie Northwest Orient Airlines. Il ressemblait à un gentleman ordinaire, vêtu d'un costume noir et de lunettes de soleil, inscrivant Dan Cooper sur la liste des passagers et payant le billet en espèces. À l'époque, la sécurité aérienne n'exigeait pas de contrôle d'identité et il n'y avait même pas de scanner à rayons X. De ce fait, des hommes non identifiés transportant des bombes dissimulées. Il leur arrivait parfois de monter à bord d'avions. L'homme a pris le siège 18C, le siège le plus à l'arrière du vol 305, un Boeing 727, 10 minutes après le décollage. Il remit poliment un mot à l'hôtesse de l'air Florence Chaffney. À l'époque, les agents de bord recevaient souvent des notes des passagers masculins avec leur nom ou numéro de téléphone. Lorsqu'elle a essayé de le glisser dans sa poche, supposant qu'il s'agissait simplement d'un autre petit mot de flirt, l'homme dit calmement « Mademoiselle, vous feriez mieux de lire ce mot. J'ai une bombe dans mon sac », murmura-t-il doucement. Lorsqu'elle ouvrit son sac, elle découvrit des fils électriques recouverts de rouge qui ressemblaient à un explosif artisanal et un épais faisceau de batterie cylindrique apparut. À ce moment-là, l'air immobile à l'intérieur de la cabine semblait se raidir sous la tension. L'homme est resté étonnamment calme, tout en formulant ses demandes. Il a exigé 200 000 $ en espèces et 4 parachutes, ce qui conditionne l'opération à un ravitaillement à l'aéroport de Seattle. Il a commandé du whisky à bord. Il a payé lui-même et a même fait preuve de sang-froid en refusant la monnaie. Ce calme inhabituel a laissé une forte impression à l'équipage et aux enquêteurs sur le terrain que ce n'était pas un acte aléatoire, mais un plan soigneusement calculé et mis en œuvre. 24 novembre 1971, 17h24, le vol 305 détourné a effectué un atterrissage d'urgence sur la piste de l'aéroport international de Seattle-Tacoma. Comme l'exigeait le tirage de l'air, Dan Cooper, un sac contenant 200 000 $ en espèces et 4 parachutes ont été livrés à bord. Et, comme promis, il a libéré les 36 passagers sains et saufs. Le pirate de l'air a ordonné à l'avion de redécoller, ne laissant à bord que les 4 membres d'équipage. Et dès que le carburant restant fut chargé, il a dirigé l'avion vers Mexico. Il a ordonné au cockpit de maintenir une altitude de 10 000 pieds, environ 3 000 mètres, une altitude de vol relativement basse, et de voler avec le train d'atterrissage sorti, semblant préparer les conditions d'une évasion aérienne. Vers 20h13, un changement soudain de la pression de l'air a été détecté sur les instruments de l'avion passant près d'Ariel, dans l'état de Washington, grâce à la conception unique du Boeing 727. L'escalier arrière, qui pouvait être ouvert même en vol, fut entièrement abaissé dans l'obscurité, avec des températures de -7°C et des vents atteignant 320 km/h, ainsi que de fortes pluies qui ont réduit la visibilité. L'homme a attaché la liasse de billets à son corps et plongea dans l'air d'une obscurité totale. Et les 2 avions de chasse F-106 Air Force qui suivaient étaient masqués par les angles morts de l'avion de ligne volant à basse altitude et par les conditions météorologiques difficiles, et n'a pas réussi à saisir le moment décisif où l'homme a ouvert son parachute et a disparu silencieusement. Immédiatement après que l'homme soit sorti, l'intérieur du vol 305 était plongé dans un silence étrange. L'avion a atterri comme prévu à l'aéroport de Reno, dans le Nevada. Mais au bout de l'escalier arrière ouvert, il ne restait que 2 parachutes et la cravate que portait l'homme. Les verres à whisky qu'il avait utilisés sont restés sur les lieux comme preuve. Bien que l'équipe tanquée au sol ait immédiatement fouillé l'avion de fond en comble, aucune empreinte digitale ni preuve ADN n'ont permis de confirmer la véritable identité de Dan Cooper, bloqué par les limitations technologiques des années 1970. Dès l'instant où le coupable a disparu dans le ciel, l'affaire est entrée dans une phase d'enquête qui a consisté à suivre les traces et indices restants. Aux premières heures du 25 novembre 1971, le FBI a immédiatement lancé une opération de recherche à grande échelle sous le nom de Code Norjack. Dans les montagnes escarpées et les forêts denses du sud-ouest de l'État de Washington, plus de 1000 militaires et membres des forces de l'ordre, ainsi que des hélicoptères, ont été déployés. Recherche basée sur la zone de largage prévue du suspect. La superficie couverte était équivalente à 14 terrains de football, s'étendant sur plus de 100 km². Mais les vents de 320 km/h et les fortes pluies au moment du saut ont empêché les autorités de localiser précisément la zone de largage, contrairement à leurs attentes. Malgré des milliers de tentatives de recherche, rien n'a été trouvé sur les lieux.
Alors que les recherches au sol rencontraient des difficultés, l'équipe d'enquête s'est concentrée sur reconstitution du visage du suspect à partir des témoignages de l'équipage. Un homme discret d'une quarantaine d'années, vêtu d'un costume noir et d'apparence ordinaire. Le croquis composite en noir et blanc basé sur cette description a été diffusé à travers les réseaux d'enquête à l'échelle nationale. En 1972, une version mise à jour incluant les lunettes de soleil qu'il avait portées a été créée, devenant la représentation emblématique du personnage connu sous le nom de DB Cooper. À partir du croquis composite établi d'après les témoignages des agents de bord, les enquêteurs ont lancé une vaste chasse à l'homme pour retrouver le suspect. Au début de l'enquête, les autorités ont identifié un homme nommé DB Cooper vivant en Oregon en tant que principal suspect, le placer immédiatement en garde à vue et en le soumettant à un interrogatoire poussé. Cependant, il a rapidement été innocenté de tout lien avec cette affaire. Et au cours de ce processus, une erreur de médias a entraîné le pseudonyme du suspect, Dan Cooper, étant identifié par erreur comme DB Cooper. Le nom est alors resté inscrit dans les dossiers d'enquête, créant ainsi une tournure abondamment humoristique dans l'histoire. 5 mois après l'incident initial, en avril 1972, un crime dit par imitation, reproduisant le détournement de Cooper, s'est produit, plongeant l'enquête dans le chaos. Ancien marine et expert en parachutisme, Richard McCoy a détourné un Boeing 727 identique et a empoché 500 000 $ avant de sauter dans les airs. Il a parfaitement reproduit la méthode de coupe consistant à ouvrir l'escalier arrière en plein vol, révélant une fois de plus une faille dans le système de sécurité. Cependant, après la capture de McCoy, la comparaison des preuves a révélé que les empreintes digitales, les cheveux et autres traces recueillies dans la cabine n'a montré aucune correspondance avec les données de coupe, ce qui ramène l'enquête de DB Cooper à son point de départ. Par la suite, plusieurs individus qui ressemblaient étrangement au portrait robot, Sheridan Peterson, un vrai parachutiste, et Robert Rackstraw, un ancien pilote d'hélicoptère des forces spéciales, expert en parachutisme, étaient les exemples les plus notables. En particulier, la photo d'identité militaire de Rackstraw y correspondait presque parfaitement au portrait robot du FBI, des yeux à la mâchoire. L'équipe d'enquête a vérifié des milliers de signalements et a interrogé plus de 800 suspects, mais des preuves telles que les lingots de cigarettes et la cravate retrouvée dans l'avion, ainsi que les empreintes digitales des sièges, se sont heurtées à des limitations techniques et n'a pu être rattachée à aucune personne réelle. Finalement, elles ont été entreposées dans la salle des scellés du FBI. Un autre document choquant obtenu par les enquêteurs était la carte d'identité militaire de Ted B. Braden, ancien membre des forces spéciales. Il était un ancien membre des forces spéciales de l'armée américaine, les BVR, et un vétéran chevronné ayant servi dans les légendaires unités d'opérations secrètes, le SOG, pendant la guerre du Vietnam. Les archives montrent qu'il était un expert unique. Avec plus de 400 sauts en haute altitude, même au sein de l'armée, il était considéré comme incontrôlable, avec un passé trouble marqué par des absences non autorisées et un renvoi déshonorant pour contrebande. La raison pour laquelle Braden est devenu le principal suspect, cela était dû à son expertise technique exceptionnelle, grâce à une compréhension précise de la conception de l'escalier arrière du Boeing 727. Il pourrait survivre à un saut par des températures négatives avec des liasses de billets. Possédant les rares aptitudes physiques et tactiques d'un véritable professionnel, son lieu de séjour restant alors un mystère complet. Et des témoignages rapportant qu'il se vantait en disant que détourner une voiture, c'est du gâteau. Cela a tenu les enquêteurs dans une situation extrêmement tendue. Pourtant, même Braden, confronté à un manque de preuves décisives, ne pouvait aller au-delà du domaine de la spéculation. Les empreintes digitales relevées à bord ne correspondaient pas à ces données. Il n'a donc pas été inculpé, juste une page dans les archives de McCoy et Rackstraw à Braden. Alors que les plus hauts experts militaires complétaient la liste des suspects, paradoxalement, la figure de DB Cooper est devenue un mythe technique que les autorités ne pourraient jamais vraiment atteindre. Alors que plus de 30 détournements de véhicules se produisent chaque année à travers les États-Unis à cette époque, la plupart se sont soldés par l'arrestation ou la mort sur place des suspects. Pourtant, l'affaire Cooper s'est étendue sur plus de 8 ans, laissant sa trace et disparut sans laisser de traces. Puis, dans l'après-midi du 10 février 1980, à Denaba, le long du fleuve Columbia, près de Vancouver, l'argent perdu a finalement refait surface. Brian Hagram, 8 ans, campe avec sa famille. Il creusait dans la berge de la rivière pour y planter une tente. Lorsqu'il a trouvé des billets en décomposition encore attachés par des élastiques, il y avait 294 billets de $20 pour un total de 5 880 $. Sur les 200 000 $ dérobés par le suspect, environ 1,5 million de dollars aujourd'hui après l'arrestation. Cette découverte ne représentait que 3% de la rançon. L'analyse médico-légale du FBI l'a confirmé par la suite que les numéros de série correspondaient à l'argent de la rançon. Livré à Cooper lors du détournement de 1971. Pendant 9 longues années, ces projets de loi sont restés enfouis sous terre, dans les courants et les couches de sédiments du fleuve, mystérieusement intacts en paquets, même avec les élastiques. Les équipes de l'USG et du FBI ont analysé le sol et des diatomies, du plancton microscopique, pour
pour retracer le parcours de l'argent. Cependant, les mathématiques entre la découverte en aval et le site de SOAP en amont ne tenaient tout simplement pas la route, provoquant un blocage massif de l'enquête. Le fait que les billets aient été trouvés en liesse, cela a alimenté la théorie selon laquelle il serait mort et aurait perdu l'argent, tout en renforçant les affirmations selon lesquelles il l'aurait enterré comme leur survivre, épaississant le mystère de son destin. Les liasses de billets, retrouvées après 9 ans, étaient considérées comme la piste cruciale pour résoudre l'affaire. Bien que les factures constituent une preuve irréfutable de son existence réelle, ils sont devenus un témoignage étrange de la rançon au péril de la vie, restés enfouis et intacts pendant 9 longues années. Puis, dans les années 2010, grâce à l'analyse au microscope électronique, un indice décisif a été obtenu grâce à la cravate du suspect. Particules rarement présentes dans les environnements typiques du titane pur et des terres rares ont été détectées. Cela laissait supposer qu'il était un initié du secteur aérospatial. Pourtant, même avec des techniques médico-légales aussi avancées, l'ADN des preuves et des suspects n'a pas réussi à correspondre à plusieurs reprises, ne prouvant que l'écart, et l'affaire est revenue à son point de départ. Finalement, le 8 juillet 2016, le bureau du FBI à Seattle a suspendu Norjak, mettant officiellement fin à 45 années de poursuite. Le nom d'Anne Cooper reste une des affaires non résolues les plus mystérieuses de l'histoire du FBI et sa disparition après avoir déjoué la loi. Disparu dans l'ombre de l'histoire, à Ariel, dans l'état de Washington, lieu de l'incident, un festival bizarre appelé Cooper Day. Il est célébré depuis des décennies en sa mémoire. L'enquête du FBI est close, et pendant 50 ans, il n'a jamais refait surface. Était le véritable DB Cooper? Est-il encore en liberté quelque part? On ignore toujours où il se trouve.